Et notre invité est avec nous, Barthélémy Courmont. Bonjour, vous êtes professeur à l'Université catholique de Lille et co-auteur avec Emmanuel Linco de l'Asie, terre de conflit, ancien directeur de recherche à l'IRIS sur l'Asie Pacifique. Alors, on vient d'entendre notre correspondante à Séoul, Chloé Bourgnon. Elle nous indiquait ses premières tendances. On savait en effet que le candidat progressiste Lee Jae-myung arrivait en tête. C'est pas une surprise, finalement, cette arrivée en tête du candidat progressiste. Non, ce n'est pas du tout une surprise, c'était joué d'avance d'une certaine manière. D'abord, compte tenu du contexte politique, depuis l'instauration de cette loi martiale et la déroute du président Yoon Suk-yeol, le président sortant, si on peut l'appeler ainsi. Et puis, effectivement, dès les premiers sondages, on voyait Lee Jae-myung se détacher d'abord au sein de son propre parti, et puis après son investiture, être vraiment un favori. Donc il n'y a pas un seul sondage qui ne l'a pas donné vainqueur. Et on était effectivement sur une marge de 12 à 15% avec son principal opposant. Donc non, la victoire est sans appel. Elle est importante dès lors qu'il dépasse les 50%. Ce qui semble être le cas, et dès lors que la participation sera particulièrement élevée, voire historique. Donc c'est en cela un vrai mandat qui va lui être donné. Oui, en effet, notre correspondante nous en parlait. On serait à plus de 70% de taux de participation. On pourrait même atteindre les 80%, ce qui serait en effet historique. Et c'est important de montrer aussi que la population s'est mobilisée pour cette élection précisément. La population s'est vraiment mobilisée en masse et je crois que c'est ce qu'on retiendra de cette période un petit peu agitée d'un point de vue politique depuis le mois de décembre et cette loi martiale, la mobilisation des Sud-Coréens pour leurs institutions, pour leur démocratie. On se souvient notamment de cette opposition populaire très forte à la décision du président sortant et on le voit désormais avec la volonté, me semble-t-il très clair, de tourner la page et de vraiment passer à autre chose et de très rapidement pouvoir tourner cette sinistre parenthèse puisque les Coréens, j'étais moi-même en Corée il y a quelques semaines, les Coréens avaient honte de l'image que leur pays a renvoyée au monde avec cet épisode tout à fait difficile. Et donc, il y a une vraie volonté de tourner la page et d'aller à nouveau de l'avant. On peut dire clairement que les conservateurs payent les pots cassés de cette crise liée à la loi martiale et à la destitution du président. Ça les a complètement fracturés. Alors, ça les a fracturés et puis surtout, ils ne sont pas parvenus à entrer dans une campagne leur permettant de maintenir un programme qui est le programme conservateur classique, avec notamment une opposition très forte vis-à-vis de la Corée du Nord, un rapprochement avec les États-Unis, une forme de méfiance vis-à-vis de la Chine, et puis je dirais ce lien très étroit avec les grands conglomérats coréens, les fameux chaebol, et dans le même temps proposer une rupture avec ce président sortant. En fait, il y a eu toujours une forme d'ambiguïté et le candidat Kim Moon-soo qui va échouer dans cette élection n'est pas parvenu lui-même à proposer une vraie rupture en dépit je dirais, d'un passé qui est plutôt honorable en ce qui le concerne, en dépit d'une campagne qui n'a pas été mauvaise sur le fond, mais dans laquelle on lui a tout simplement rappelé qu'il ne s'était pas opposé à cette loi martiale, qu'il n'avait pas voulu prendre position de manière très forte contre cette décision complètement irréfléchie de l'ancien président. Donc, c'était vraiment perdu d'avance. Alors, il faut savoir qu'en Corée, vous avez des élections tous les 5 ans, normalement, ce qui n'est pas le cas ici, bien évidemment. Et nous avons de manière récurrente une alternance qui s'opère. C'est quelque chose d'assez classique. Et avant même la déroute du président Yoon Suk-yeol, on pouvait s'attendre à un retour en force des démocrates. Donc déjà, ce n'était pas une surprise en soi. Et je dirais que les événements des derniers mois n'ont fait qu'accentuer une tendance qui était presque écrite d'avance. Alors, vous parliez de ce mandat unique. Pendant la campagne, les deux candidats ont proposé de limiter les attributions du président et de passer de 2 mandats de 3 ans ou 4 ans contre ce mandat unique de 5 ans actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que possiblement ça pourrait être mis en place sous le mandat de Lee Jae-myung quand on aura la confirmation officielle qu'il a bien remporté cette élection ? Oui, pourquoi pas. Je pense que la proposition n'est pas totalement idiote parce que un mandat de 5 ans, c'est à la fois long et pas assez. Et on se souvient que
certains candidats qui étaient plutôt populaires, enfin certains présidents qui étaient plutôt populaires, auraient peut-être pu effectuer un deuxième mandat s'ils en avaient eu l'occasion. Et puis à l'inverse, on a vu à plusieurs reprises des présidents qui étaient dans une situation de ce que l'on appelle un canard boiteux, dès lors que vous avez des élections mi-mandat qui vont marquer une déroute de son camp. C'était le cas de Yoon Suk-yeol. Il faut savoir qu'au printemps 2024, il y a un peu plus d'un an, son parti avait lamentablement échoué dans les élections mi-mandat et qu'il était dès lors très isolé. Et donc le fait de modifier ce système dans une démocratie qui, rappelons-le, est une jeune démocratie, la démocratie coréenne, elle a moins de 40 ans, donc on peut évidemment encore faire des ajustements. Le fait de proposer la possibilité d'effectuer 2 mandats, mais des mandats plus courts, pourrait effectivement peut-être permettre d'éviter des situations comme celles que nous avons rencontrées. Donc on va voir ce que ça va donner, mais il est certain que les parlementaires coréens, et peut-être même la population, si elle est consultée sur ce sujet, ne manquera pas de débattre de ces possibles orientations. Un mot sur les candidats, parce qu'il y en avait quand même 7 en lice à la base pour ce scrutin à un tour. Il n'y a aucune femme. C'était pas arrivé depuis 2007. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut savoir qu'en Corée du Sud, la place de la femme est problématique dans les fonctions importantes. Ça touche également l'égalité salariale. C'est un pays qui, avec le Japon, se situe de manière systématique parmi les mauvais élèves de l'OCDE. Donc, c'est un pays qui a de gros efforts à faire en ce sens. D'ailleurs, Lee Jae-myung a annoncé à plusieurs reprises dans sa campagne qu'il s'engageait en faveur d'une meilleure égalité homme-femme. Le chantier est extrêmement important et les défis seront sans doute très lourds. Mais voilà, nous n'avons pas de femme candidate. Il y en a eu effectivement par le passé. Il y a même eu une femme présidente, Park Geun-hye, mais c'est l'arbre qui cache la forêt d'une part. Et puis je rappelle que Park Geun-hye avait davantage été élue sur le fait qu'elle était la fille d'un ancien président plus que le fait d'être une femme. Donc c'est un pays qui n'est pas franchement très progressiste sur ces questions, disons-le clairement. Et on espère, peut-être à chaque fois, en étant déçu, mais on espère peut-être cette fois davantage que le nouveau président se montre engagé sur cette question et qu'on puisse enfin tourner la page. Il y a eu des épisodes intéressants au cours des derniers mois, notamment des femmes parlementaires qui se sont engagées avec force contre cette loi martiale et qui ont quelque peu émergé dans le paysage médiatique de la politique sud-coréenne. Donc peut-être que les choses pourront progressivement évoluer. Lee Jae-myung, vous le disiez, s'est engagé pendant sa campagne. Est-ce qu'il pourrait faire bouger les lignes justement sur la question du ministère de l'égalité des genres et de la famille, qui est le symbole de ce clivage entre les hommes et les femmes en Corée du Sud? Absolument, c'est un enjeu de taille. On l'a vu d'ailleurs au cours des 3-4 dernières années, le phénomène MeToo qui s'est également invité en Corée, qui a été contrecarré par des réactions très fortes, selon lesquelles la société coréenne, la culture coréenne n'était pas adaptée à ce genre d'orientation. Et on voit bien que les lignes sont en train de bouger. De manière très forte. Donc oui, avoir un ministère sur ces questions, c'est un impératif pour un pays comme la Corée du Sud aujourd'hui, et c'est une question que le nouveau président ne pourra pas laisser de côté. Donc le fait qu'il s'y soit engagé de manière très claire pendant cette campagne, et c'est quand même en cela quelque chose de tout à fait positif, nous invite à considérer que nous allons peut-être vers un vaste débat national sur cette question de l'égalité de genre dans ce pays. Le pays doit aussi faire face à cette natalité qui est en berne. Alors l'année dernière, le nombre de naissances en Corée du Sud a augmenté pour la première fois en près de 10 ans. Le président va avoir aussi un rôle à jouer par rapport à ça pour encourager sa population à faire plus d'enfants. Oui, ça c'est un défi qui malheureusement ne concerne pas que la Corée du Sud, mais beaucoup de pays de la région. On pense au Japon, on pense désormais à la Chine, dans une moindre mesure à Taïwan et la Corée du Nord. Et effectivement, en dépit de cette petite embellie qui n'est malheureusement sans doute que passagère sur les derniers chiffres, ceux de l'année 2024, eh bien on constate que c'est un pays qui affiche le taux de natalité, sinon le plus faible, en tout cas parmi les plus faibles de la planète. Et donc il y a là évidemment un enjeu important. La Corée du Sud n'est pas encore engagée dans un déclin de sa population, mais ce sera le cas
sans doute avant la fin de notre décennie, donc il y a urgence. C'est un pays qui, un petit peu à la manière du Japon, n'a pas véritablement de politique migratoire, hein. Il est difficile de migrer, de s'installer en Corée du Sud, et donc on peut imaginer là aussi des réflexions sur ce sujet pour essayer de voir comment contrebalancer cette natalité en baisse, et puis un vieillissement de la population qui commence évidemment à poser d'immenses problèmes dans cette société. Donc je dirais que la Corée du Sud, derrière cette image très dynamique, hein, à juste titre d'ailleurs, que nous véhicule la K-pop, les séries télévisées, le cinéma et donc tout ce soft power sud-coréen, derrière cette économie formidable, hein, c'est la 10e économie mondiale désormais, la Corée du Sud, donc c'est un pays sur lequel on doit compter aujourd'hui. Eh bien, il y a des défis profonds, des défis dans la société qui relèvent effectivement de cette inégalité de genre tout à fait abyssale et des problèmes de vieillissement et même de baisse de la population qui vont être au cœur des grands enjeux politiques des prochaines années. Alors, vous parliez du fait que la Corée du Sud est la 10e économie mondiale. Le nouveau président va quand même devoir affronter le marasme économique dans lequel le pays est plongé. Comment est-ce qu'il peut y parvenir ? Alors, il faut savoir que Lee Jae-myung a un avantage de taille sur ses adversaires et même sur les précédents présidents coréens, c'est qu'il est issu d'un milieu extrêmement modeste. Il vient de la petite ville de Andong au sud du pays. Il a grandi dans un environnement très difficile, à une époque elle-même difficile. Il est âgé de 61 ans, donc il est né au milieu des années 1960, à une époque où la Corée du Sud, rappelons-le, était un des pays les plus pauvres au monde. Donc il a connu une extrême misère dans son enfance. Son ascension s'est faite à la force du poignet, on peut dire les choses ainsi. Et donc il y a une vraie crédibilité dans le fait d'avoir un président qui propose une politique davantage sociale. Le gros problème aujourd'hui en Corée du Sud n'est pas tant les difficultés économiques qui ne sont pas propres à ce pays, elles sont malheureusement généralisées, mais dans l'ensemble, on note que la Corée du Sud se porte quand même pas trop mal au niveau de sa croissance économique, en tout cas mieux que d'autres grandes économies. Mais ce qui pose vraiment problème, c'est l'inflation galopante, c'est le coût de la vie, et donc des difficultés sociales, des retombées sociales qui ne sont pas là. Et ce nouveau président semble particulièrement sensible à ces questions. Alors évidemment, on ne va pas lui signer un chèque en blanc sur ce point, mais je dois avouer qu'il est peut-être plus crédible que ses prédécesseurs, notamment sur ces questions. En ce qui concerne la politique étrangère, c'est un vaste... Il y a beaucoup de choses à dire. Les deux candidats voulaient préserver cette alliance avec les États-Unis. D'un point de vue économique et sécuritaire, cette alliance avec les États-Unis, mais est-ce que les États-Unis sont un allié essentiel pour la Corée du Sud? Il va quand même falloir négocier avec Donald Trump et on n'est pas sûr que la Corée du Sud fasse partie des priorités actuelles de Donald Trump. Comment va-t-il pouvoir gérer ce dossier-là? Alors, beaucoup de choses déjà dans cette question, dans cette relation avec les États-Unis. Évidemment, vous ne trouverez aucun président sud-coréen proposant une rupture avec les États-Unis. Les États-Unis sont un allié qu'on qualifiera d'indéfectible. C'est un pays sur lequel la Corée du Sud compte, notamment pour assurer sa propre défense face à la Corée du Nord. Et donc, il va de soi que, quelle que soit la couleur politique du président sud-coréen, celui-ci se montre très engagé à maintenir un lien très fort, très étroit avec les États-Unis. Cependant, deux interrogations majeures. Vous l'avez mentionné sur ces fameuses guerres commerciales et ces tarifs douaniers qu'impose le président Trump. La Corée du Sud est, comme tous les autres, au cœur de ces questionnements et s'interroge sur la méthode à adopter pour essayer tout simplement de résister au mieux à ces nouvelles pressions américaines. Donc on est dans une situation qui est je dirais de manière comparative assez proche de celle des pays européens, qui ne veulent pas se distancier des États-Unis, mais qui dans le même temps se montrent quelque peu inquiets, voire méfiants de cette nouvelle méthode. Sur les enjeux sécuritaires et diplomatiques, on constate également que la Corée du Sud se montre quelque peu inquiète face à l'engagement américain. Et je parlais tout à l'heure d'un allié solide, voire indéfectible. On voit que cette alliance, elle est aujourd'hui disputée dès lors qu'on s'interroge sur la
la fiabilité, tout simplement, sur la crédibilité de cet engagement américain. Ce sont des raisonnements que l'on retrouve là aussi dans d'autres pays. Mais en Corée du Sud, ça prend quand même des allures tout à fait particulières quand on sait l'importance de la menace nord-coréenne. Et donc, on ne peut pas prendre tout cela à la légère. Ce n'est pas simplement de la rhétorique, mais il va falloir effectivement que ce nouveau président, très rapidement, entre en contact avec Donald Trump, simplement pour s'assurer du soutien entier des États-Unis face à la Corée du Nord. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra penser d'autres stratégies. D'autant plus que le président va prendre ses fonctions dès demain, puisqu'il y a urgence, puisque pour l'instant il n'y a plus de président, puisque le dernier a été, n'est plus là. Comment est-ce que ça peut se passer du coup? Est-ce qu'on peut penser que peut-être ce premier coup de fil serait destiné à Donald Trump? C'est assez probable. C'est assez probable. On peut tout à fait imaginer un échange très rapide avec Donald Trump, un échange avec le Premier ministre japonais, avec le président chinois également. Li Keqiang a rappelé dans sa campagne que la Chine reste un partenaire de la Corée du Sud, premier partenaire économique et commercial notamment, et que, à l'inverse, peut-être des conservateurs qui se montrent beaucoup plus vindicatifs vis-à-vis de Pékin, peut-être pour plaire à Washington. Est-ce un bon ou un mauvais calcul? Je ne suis pas là pour le juger, mais toujours est-il que ce monsieur a rappelé qu'il fallait aussi maintenir cette bonne relation avec la Chine. Donc, ça fait déjà 3 dirigeants qu'il va falloir contacter très, très rapidement et sans doute dès demain. Vous avez raison de mentionner le fait que la prise de fonction, elle est immédiate dans le contexte très particulier de cette élection. Et puis, on peut imaginer aussi assez rapidement que ce nouveau président sud-coréen relance le dialogue avec la Corée du Nord. Il a également appelé de ses vœux dans cette campagne une reprise du dialogue pour tout simplement apaiser les sanctions avec ce très turbulent voisin qu'est Pyongyang. Il y a donc le voisin nord-coréen, vous l'évoquiez. Il y a aussi la menace de la Chine et ça, c'est quelque chose aussi qui fait peur et que redoutent aussi les Sud-Coréens. Alors, la Chine n'est pas une menace en Corée du Sud, soyons très clairs sur ce point. Autant au Japon, on voit dans les discours politiques la Chine souvent identifiée comme une menace presque existentielle. Ce n'est pas le cas en Corée du Sud. En Corée du Sud, on prend acte et on s'inquiète parfois de cette montée en puissance chinoise dans ses aspects économiques, mais aussi dans ses aspects diplomatiques et stratégiques. Donc, on suit ça avec attention, mais ce n'est pas une menace. Les Sud-Coréens sont très clairs là-dessus. Et vous avez d'ailleurs de nombreux documents officiels qui l'attestent, notamment la stratégie dite indo-pacifique de la Corée du Sud, qui rappelle bien que cette dernière n'est pas tournée contre la Chine et en faveur des États-Unis ou quiconque d'autre, mais on est vraiment sur une volonté de partenariat maintenu avec la Chine. Donc ce n'est pas une menace en soi. Mais évidemment, la société sud-coréenne se montre quelque peu divisée sur la relation avec la Chine et si on faisait la liste des nombreux points de désaccord entre les conservateurs et les démocrates, eh bien, on pourrait mentionner l'attitude à adopter face à la Chine. Les démocrates qui, a priori, vont remporter cette élection et s'installer au pouvoir, eh bien, se montrent beaucoup plus sensibles à une relation apaisée avec Pékin. Et vous pensez que cette relation, Lee Jae-myung va pouvoir... comment va-t-il gérer? Parce qu'il y a d'un côté Donald Trump qui, lui, a cette guerre commerciale face à la Chine. La Corée du Sud qui, vous le disiez, du coup, a besoin des États-Unis, mais veut aussi des bonnes relations avec la Chine. C'est une question qu'on pourrait poser à beaucoup de pays aujourd'hui. Je pense qu'Emmanuel Macron a pu en faire les frais lors de sa visite dans les pays de l'ASEAN, où la même équation se pose. Comment rester suffisamment proche de la Chine sans en devenir dépendant? Et comment montrer des gages à Washington sans prêter allégeance à ces déclarations parfois un peu délirantes du président Trump qui, je le rappelle, change presque du jour au jour. Et donc, c'est évidemment une situation dans laquelle se retrouve aussi la Corée du Sud aujourd'hui.
Et je crois qu'il va falloir pour le nouveau président sur ce point tout simplement poser les différents éléments sur la table et peut-être regarder l'héritage de ses prédécesseurs. Et c'est un héritage en l'occurrence très différent dans la relation avec les États-Unis. Si on prend Yoon Suk-yeol, donc le président sortant, qui a été banni et qui va, je le rappelle, être traduit en justice, eh bien on constate que ce dernier avait opéré un rapprochement très spectaculaire en direction des États-Unis. C'était l'administration Biden à l'époque. Et puis ça s'est prolongé après l'élection de Donald Trump et dans le contexte que l'on sait, bien évidemment. Et lui voulait rejoindre l'idée selon laquelle il y aurait une forme de ligne de front en Asie-Pacifique et que la Chine serait de l'autre côté de cette ligne. Il faut savoir que sur ce point, il a fait face à de très nombreuses réticences dans la population, voire des oppositions qui étaient très prononcées. Donc difficile d'imaginer le président actuel s'appuyer sur cet héritage. En revanche, si on regarde le président précédent, Moon Jae-in, qui lui aussi était le président du Parti démocrate, qui était un président plutôt populaire, on constate que ce dernier se montrait beaucoup plus engagé dans presque un bras de fer avec les États-Unis, un bras de fer amical, bien évidemment, mais sur lequel il ne faisait pas de concession à un certain Donald Trump, puisque c'était Donald Trump à l'époque. Et on se souvient que l'un des grands héritages de Moon Jae-in avait été de parvenir à maintenir une relation forte, étroite, très amicale avec la Chine, de se faire respecter des États-Unis, et puis dans le même temps d'impulser une nouvelle dynamique en direction de la Corée du Nord qu'un certain Donald Trump avait à l'époque suivi. Donc moi, ce qui va vraiment m'intéresser dans les prochaines semaines et peut-être les prochains jours, c'est non pas de voir comment la Corée du Sud va se positionner vis-à-vis des États-Unis, mais comment les États-Unis vont se positionner vis-à-vis de ce nouveau président.